Hézard Le Buis, livre 1, partie 1, 1955, le passé fut et fait, chapitre 5. Quand Hézard se réveilla, il eut pour première impression de revivre sa naissance. Il était serré, chaque centimètre carré de chair lui faisait mal. Il était dans le noir, adossé contre quelque chose de mou. Ouvrir les yeux représentait pour lui un effort incommensurable, et ce fut un immense exploit lorsqu'il parvint à écarter ses lèvres afin d'aspirer un peu de l'air vicié qui régnait dans la pièce. Il se sentait tenu dans un étau de fer, impossible de bouger. En réalité, ses jambes étaient simplement courbaturées et engourdies, et il put les allonger à grand-peine. Par contre, ses bras étaient repliés contre son torse, serrés dans quelque chose qu'il ne pouvait encore définir. Ainsi, dans cette position qui le gênait considérablement, l'odeur de la minuscule pièce était nauséeuse et Hézard était au bord de l'évanouissement. Son esprit bourdonnait comme le lendemain d'une bonne cuite. Malgré ses efforts, il se sentit sombrer à nouveau. « Tenez bien votre chemise, s'il vous plaît. Je n'ai jamais observé de telles blessures par le passé. Elles ont été provoquées par la magie, monsieur Le Buis. Votre fils est un don. Mais mes compétences en la matière s'arrêtent là, je le crains. Je l'ai redouté toute ma vie. Il tient ça de sa mère. Elle l'était aussi. Il est arrivé des incidents très étranges dernièrement. Il était comme pris de démence. Ce sont ses doigts, ses 5 doigts, qui m'ont simplement touché. Oui, on dirait des espèces de brûlures, comme s'il avait eu les doigts chauffés par un fer rouge. Votre fils est sans doute pyromancien, monsieur. Le vieux docteur Sverstein releva la tête face à son interlocuteur, l'air grave. Je ne peux rien faire. Peut-être que si on fait venir un don particulier de Strasbourg, il sera à même de nous en apprendre davantage. Mais je crains que vous ne gardiez ces 5 marques à vie. Au point où j'en suis, je ne peux pas refuser. C'est l'existence de mon fils qui est en jeu. De temps en temps, on lit dans les journaux les exactions de l'un d'entre eux. Mais mon fils... Vous savez, quand un don s'éveille chez quelqu'un, cela ne se passe pas toujours bien, surtout pendant l'adolescence. Hézard doit se sentir encore plus perturbé qu'un adolescent normal. Oui. Puis-je le voir? Oui, sortons de mon bureau. Suivez-moi, nous avons dû lui passer une camisole de force et le mettre seul dans une cellule capitonnée. Nous craignons pour sa santé. Nous n'avons pas réussi à le calmer, ni à lui injecter quoi que ce soit. Venez. Le petit docteur sortit de son grand bureau blanc, suivi du comte Edmond Le Buis, qui restait en retrait, les épaules basses. Toute sa superbe et son arrogance n'étaient rien face à son désarroi. Ils marchèrent quelque temps dans le dédale de l'hôpital, descendant plusieurs escaliers jusqu'à un long couloir blanc où se suivaient plein de petites portes. Parfois, en passant devant l'une d'elles, percevait-on des coups répétés, des cris ou même des aboiements. Puis, s'arrêtant devant une au milieu du couloir, le médecin ouvrit un clapet et un mince trait de lumière entra dans la petite pièce. Hézard était là, dans le noir, pitoyable créature peureuse. Monsieur Le Buis observa son fils, ne sachant que dire ni que faire, ses bras se balançant le long de son corps. Il a été violent? Il n'a pas fait usage de magie, si c'est ce que vous voulez savoir, mais il s'est débattu comme un diable. Je m'en suis voulu de prendre de telles mesures, mais en l'occurrence, c'était nécessaire. Je pense que vous pourriez lui offrir un endroit plus confortable maintenant. Mon fils n'est pas un détraqué. Retournons dans votre bureau nous occuper des papiers administratifs. Je regrette de l'avoir vu dans un tel état de décadence. Oui, nous allons faire le nécessaire. Remontons. Le lendemain matin, Edmond Le Buis refusa de retourner voir son fils. Il était resté toute la nuit à fumer dans le salon, ne livrant qu'un froid mutisme aux questions d'André. Elle n'était encore qu'une jeune femme sans enfant, et ne pouvait espérer comprendre sa souffrance de père, voir ainsi son fils sujet à une telle difformité. Il deviendrait quelqu'un de foncièrement différent de lui, son don dressé comme une barrière. Il était trop jeune pour comprendre les responsabilités que pouvaient engranger de tels pouvoirs. L'après-midi, le docteur Sverstein de l'Institut psychiatrique le convia à Strasbourg pour être examiné par un don et pour pouvoir par là même définir quel était le don de son fils.
Le petit docteur attendait Monsieur Le Buis au grand hôpital de Strasbourg, où la réunion devait avoir lieu. Quel était le don de votre épouse ? Arcaniste, je crois. Elle avait cessé de l'utiliser suite à notre mariage. L'homme qui venait de questionner Edmond Le Buis leva un sourcil tandis que la commissure étroite de ses lèvres tressaillit légèrement. Bien, Monsieur Le Buis, je me présente. Je suis le psychiatre Léonard et je suis arcaniste, tout comme votre défunte épouse. Les arcanes représentent ce qui est le plus proche de la magie originelle. Je devrais être à même, je l'espère, de définir quelle a été la magie et la source de votre blessure. Soulevez votre chemise, s'il vous plaît, que je puisse vous examiner. Merci. L'homme posa sa main, paume contre le ventre de Edmond, et une lumière blanche apparut au travers de ses doigts. Ses propres yeux irradiaient du même éclat. Il resta ainsi un certain moment concentré, parlant de temps en temps au fur et à mesure de sa réflexion. De toute évidence, ce n'est pas de la nature, pas de la lumière, pas le sacré, pas le feu, ni l'eau, ni l'électricité, pas de l'ombre non plus. Votre fils est soit démoniste, soit nécromancien. Je pencherais davantage pour le nécromancien. Si votre fils était démoniste, il y aurait des séquelles. Mais là, la nécrose est parfaitement limitée au point d'impact. Je ne perçois pas de résidus de corruption en profondeur. Le docteur Léonard se releva soucieux. Sa main et ses yeux avaient repris leur aspect conventionnel. Le démonisme est la magie la plus opposée aux arcanes. Je ne sais que peu de choses sur le sujet. Je pense que les différents domaines de magie sont alimentés par nos émotions, qu'elles se démarquent par leur activité ou leur absence. Ma théorie est que les dons, surtout quand ils sont jeunes, personnifient leur magie via l'expressivité de leur état émotif dominant. Que votre fils soit bien nécromancien ou même démoniste ne change rien au fait qu'il soit d'abord votre fils. Il est terrorisé par la métamorphose qui s'opère en lui. Il a besoin de votre soutien. Ne vous occupez pas des rumeurs et des réputations colportées sur ces domaines de magie. Je vous conseille de lire quelques ouvrages sur le sujet. Je vais vous faire une liste de livres de référence pour que vous puissiez vous faire une réelle idée. Quant à moi, j'irai rencontrer votre fils demain et j'espère alors être en mesure de donner un diagnostic définitif. En disant cela, l'arcaniste avait détourné les yeux de Edmond Le Buis. Il prit une seconde pour lancer un regard inquiet à son confrère. Mais comme le docteur Zwerstein n'intervint pas, il attrapa un calepin où il nota 5 titres de livres ainsi que leurs auteurs. Études élémentaires de la magie contemporaine, les dons qui ont influencé l'histoire de l'humanité, vivre avec son don au quotidien, dons, pouvoirs positifs et négatifs, et enfin, réflexion juridique et doctrine élémentaire sur les dons. Ces ouvrages sont assez complets, mais soyez certain que votre fils n'est pas dangereux. Chaque homme a la possibilité de faire le bien ou le mal autour de lui. Soyez vigilants sur la véracité et les ragots que peuvent colporter certains journaux. Monsieur Le Buis, vous allez devoir réapprendre à vivre avec votre fils. Il peut vous paraître comme un étranger aujourd'hui. Pour lui-même, je me permets de vous conseiller de ne pas changer votre attitude envers lui. Il faut qu'il puisse conserver un maximum de repères. Merci beaucoup. Malgré votre ton dramatique, en l'occurrence, je suis toujours son père, jusqu'à preuve du contraire. Et Ezor ne s'est jamais permis de remettre en cause mon autorité. Edmond Le Buis luttait intérieurement pour ne pas se montrer irrespectueux avec le docteur Léonard, qu'il savait être bienveillant. Mais ses convictions personnelles répugnaient à accepter l'aide et le soutien d'un don. Tout en roulant dans la campagne sur la route du retour, Edmond Le Buis réfléchissait toujours sur l'aberration qu'était devenu son fils. Au milieu d'une route de campagne, à plusieurs kilomètres du manoir, il arrêta la voiture dans l'herbe. Soulevant un large accoudoir, il y prit un verre et une bouteille de cognac. Sortant du véhicule, il en fit le tour, les pieds au bord du fossé. Adossé à la portière, il se servit un verre d'alcool. Il fit cela sans ôter ses gants. Ce détail anodin traduisait son degré de tension. Inconsciemment, sans doute, ne voulait-il pas voir ses mains blanches, dont son état de stress avait chassé le sang. Il regardait la terre grise de ce qui avait été un champ de maïs quelques semaines plus tôt. Ça et là restaient des tiges en train de sécher sous le soleil de cette fin de mois d'août 1955. Des larmes salées coulaient lentement et en silence le long des joues d'Edmond Le Buis. La bouche close, les lèvres plissées,
Il respirait lentement pour contenir ses émotions, buvant le cognac par de toutes petites gorgées, l'alcool coulant sur ses lèvres sèches et humidifiant son menton mal rasé. Serait-il possible de sauver son fils, de faire marche arrière? Est-ce qu'au final, sa défunte épouse avait vraiment su se défaire de la magie? Dans sa poche, il froissa la feuille contenant les conseils de livre du psychiatre, la serrant fermement dans son poing. Il jeta la petite boule dans le fossé. Il resta longtemps sur le bord de la route à réfléchir, ne se décidant pas à rentrer. Cet instant d'arrêt, coupé du temps, à distance de ses obligations, lui convenait. Il ne pensait pas être un homme lâche, bien au contraire, il se tenait lui-même en haute estime. Mais à cet instant, il était pris d'une grande lassitude.